Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire et notre question du jour. Comment rendre ces lettres de noblesse aux mathématiques? La profession déplore un manque d'attractivité et une baisse très claire de niveau. Alors comment y remédier? Nous posons la question à nos invités. Comment être un bon parent, c'est un mode d'emploi? Eh bien c'est la question que tout le monde se pose et à laquelle répond Isabelle Payot dans son dernier ouvrage « J'élève mon enfant du mieux que je peux ». Elle sera avec nous en deuxième partie d'émission. Enfin, cette semaine, eh bien, Malika Ménard reçoit Taï Chris. Ça sera à découvrir dans Souvenirs d'écolier. Mais tout de suite, c'est l'actu en bref avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël, tout va bien? Bonjour Virginie, très bien et vous? Ça va, super. On parlait hier des propositions d'Emmanuel Macron sur l'éducation et visiblement elles ne font pas l'unanimité. L'éducation qui était pourtant l'un des principaux thèmes abordés lors du premier déplacement de campagne d'Emmanuel Macron à Poissy lundi. Mais ces propositions inquiètent les syndicats. Pour Sophie Vénétité du SNES FSU, le rétropédalage sur les maths sonne comme un aveu d'échec. Et pour Pascal Vivier du SNETA-FO, le premier syndicat de l'enseignement professionnel, l'idée de faire venir des entreprises dans les collèges une demi-journée par semaine est tout simplement délirante. L'égalité filles-garçons, eh bien, c'était l'un des gros sujets de la journée d'hier, le 8 mars, journée du droit des femmes, et notamment sur France Info, qui recevait l'auteur Agnès Barber. Auteur du livre « Égalité filles-garçons, j'ai tout compris », publié chez Priva. À cette occasion, elle a répondu aux questions d'élèves de CM2 de l'école primaire Fondary à Paris. Thaïs lui a par exemple demandé pourquoi les garçons étaient plus nombreux que les filles à exercer certains métiers. Alors parce que en fait, Thaïs et les garçons se projettent dans certains métiers, des métiers qu'ils observent autour d'eux, des métiers qui sont liés aux sciences, aux techniques, des métiers qui rapportent de l'argent, des métiers qui sont pourvoyeurs de responsabilités, de pouvoir, parce que depuis qu'ils sont tout petits, les garçons, ils ont sous le nez des modèles qui leur permettent de s'identifier. Donc ces modèles, ça peut être leurs proches, mais c'est aussi des héros qu'ils voient dans les fictions, c'est-à-dire dans les séries, dans les livres. Dans le reste de l'actualité, eh bien, une étude réalisée par Winepant et Kantar s'intéresse au futur métier de nos enfants. Et oui, quel métier exercera un collégien âgé de 12 ans aujourd'hui en 2035? C'est à peu près l'âge de votre fils, Virginie, je crois, 12 ans? Oui, à peu exactement. près. Eh bien, le résultat de cette étude est surprenant. On y apprend que 85% des métiers qui seront exercés en 2035 n'existent pas encore. Plusieurs milliers de nouveaux métiers devraient donc naître dans les prochaines années en lien avec le développement de l'intelligence artificielle et de la robotique. On en parlait il y a quelques jours, Mickaël, ce jeudi, toute la France lit. Oui, il s'agit d'un quart d'heure de lecture collectif organisé ce jeudi 10 mars à 10h par le Centre national du livre et l'éducation nationale. Je vous propose de regarder un extrait du message publié à cette occasion par le ministre Jean-Michel Blanquer. Le livre qu'il a choisi de lire ce jeudi, c'est Le premier homme d'Albert Camus. Albert Camus disait « Il y a des êtres qui justifient le monde, qui aident à vivre par leur seule présence ». Eh bien, Camus en faisait partie, comme tant d'autres de nos écrivains, et c'est ce que tous les Français, et nos élèves en particulier, vont pouvoir illustrer au travers du quart d'heure lecture. Il faut lire, c'est pourquoi notre ministère de l'Éducation nationale est pleinement engagé dans cette grande cause, une cause qui est la cause de la nation des lecteurs. La lecture est une rencontre, elle forge l'expérience, elle nous apprend à penser, elle nous élève au-delà de nous-mêmes. Et par le langage, elle nous élève à la beauté du monde et des choses. Aussi, j'invite les élèves, mais aussi les adultes, les professeurs, les personnels de l'éducation nationale, tous ceux qui le souhaitent, à profiter pleinement de ce quart d'heure pour faire vivre la lecture dans nos écoles et dans nos établissements. Vous allez lire justement, vous? Bah oui, certainement. Certainement le livre que je suis en train de terminer. Lequel? C'est Le consentement de Vanessa Springora. Très bien, Et c'est vous? noté. Peut-être que je relirai Le Prophète de Khalil Gibran, que j'ai adoré lire il y a très très longtemps. Je ne vais pas dire le nombre d'années, mais peut-être qu'un quart d'heure c'est court en même temps, hein, mais on peut démarrer. On termine avec une belle initiative à Marseille. À l'école Saint-Louis-le-Rove, dans le 15e arrondissement de Marseille, les enseignants ont eu la bonne surprise de recevoir fin février une prime exceptionnelle, une somme promise par Emmanuel Macron pour récompenser les écoles situées dans des quartiers difficiles. Mais problème, seuls les enseignants et la directrice ont reçu cette prime. Les 8 AESH de l'école, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, n'ont rien touché. Alors les 21 professeurs ont tous décidé de partager leur prime, un geste de solidarité et de générosité envers des personnels essentiel et pourtant pas assez considéré. Merci Mickaël. Baisse de niveau, manque de profs. Les maths souffrent d'un réel manque d'attractivité. Pourquoi et comment y remédier? Eh bien, c'est l'heure de notre question du jour.
Et pour en parler, eh bien, je suis heureuse d'accueillir Vincent Douze. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Vincent, vous êtes professeur de mathématiques agrégé, vous avez quitté l'éducation nationale en 2015, donc il y a 7 ans, et vous êtes en train de créer une association de professeurs de maths. Vous allez tout nous expliquer dans un instant. Merci d'être avec nous. Et j'accueille sur le plateau également Ashraf Adjileyeh. Bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant en Master 1 de maths appliquées à l'université de Saclay, donc qui se situe à Orsay, et vous êtes également à l'école ingénieur l'ENSTA, qui est l'école nationale supérieure... École nationale supérieure des techniques avancées, je ne me trompe pas, à Palaiseau. Voilà, comme quoi les maths et moi. Mais on va justement, je suis là pour tout savoir. Vous êtes également tuteur de maths au lycée avec le club Parcours, justement. On va en parler aussi parce que le tutorat c'est très intéressant pour les élèves qui sont un peu désorientés. Alors depuis la réforme Blanquer, eh bien, les élèves ne doivent plus choisir des filières, mais plutôt des matières, cherchant à déboulonner cette fameuse section S jugée trop sélective. La réforme a produit l'effet inverse, on le voit, désorientés et peut-être peu encouragés à poursuivre. Les élèves sont de plus en plus nombreux à abandonner malheureusement les maths, notamment les filles et les élèves d'origine modeste. Pourquoi, Vincent Douze, on en est à ce constat-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, il y a beaucoup de choses à dire. La première, c'est que, on fait une réforme. Puis si on regarde bien, on fait des réformes tous les 5 ans. Donc, il y a un problème, je pense, de vitesse et de volonté de mettre une marque politique à chaque nouveau gouvernement. On aurait besoin quand même d'une réflexion à beaucoup plus long terme. Ensuite, je dirais qu'il y a un souci par rapport aux compétences de base. Alors, il faudra analyser pourquoi, mais je constate, et on est nombreux à constater sur le terrain, des soucis par exemple, dans la division, la multiplication. Voilà, des élèves de terminale, donnez-moi une situation de la vie de tous les jours. On divise? Non, on ne sait pas. Pouvez-vous faire 3 divisé par 10 tout le temps en cours dans ce genre de confrontation-là? Et donc, sur le niveau du sens ou des techniques opératoires. Oui, Vincent, pardon, je vous coupe, mais vous êtes en train de m'expliquer qu'en fait, les maths, on ne comprend pas vraiment l'utilité des maths finalement dans la vie de tous les jours, c'est ça? C'est pas exactement ça, c'est que comme les bases n'y sont pas, le bon sens et la logique paraissent loin pour les élèves. Les formules qui arrivent et qui sont données, si vous voulez, résultent de tout un cheminement logique qui va du primaire au lycée, mais il se passe quelque chose qui fait que comme les bases ne sont pas sues, les formules qui sont annoncées, qui sont données aux élèves, pour moi, de ce que je ressens des élèves, ça paraît comme un grand livre de sorcellerie. C'est-à-dire que là, je peux simplifier, là, je peux pas, mais pourquoi? On ne sait pas. Donc la logique, on dirait, est restée en chemin, alors que les maths sont quand même quelque chose de purement logique. Du coup, la question à quoi servent les maths arrive, puisqu'il y a une sorte de sidération devant cette discipline que un certain nombre d'élèves, pourtant une discipline totalement passionnante, mais on a un souci par rapport aux bases. Et je pense qu'il y a quelque chose d'important à penser et aussi prendre le temps de penser au niveau, au niveau politique pour savoir pourquoi on en est là, au lieu de faire des réformes tous les 5 ans. Alors, ensuite, je dirais... Oui, allez-y, poursuivez. Je dirais que selon moi, donc ça c'est un peu mon credo, il y aurait un lien important à faire entre le primaire et le secondaire. Il me semble qu'on gagnerait beaucoup à échanger entre les collègues du primaire et du secondaire parce que, justement, on constate sur le terrain, nous dans le secondaire et dans le supérieur, que quelque chose qui vient du primaire n'est plus là. Où est-ce que ça a été perdu? Je ne sais pas. C'est le sens de l'association que je crée, dont on parlera peut-être, mais c'est créer le lien entre le primaire, le secondaire, finalement tous les niveaux, pour avoir une réflexion globale. Il me semble qu'on manque d'une réflexion globale. Alors, tous ces arguments me plaisent beaucoup. On va les décrypter ensemble, tous les 4, si vous le voulez bien. Ashraf Adjileyeh, est-ce que déjà, vous pouvez réagir aux plusieurs points évoqués par Vincent Douze, et notamment les bases non sues en mathématiques, puisque vous, je vous le disais, vous êtes à la fois étudiant, mais à la fois vous aidez effectivement les élèves de collège et lycée à pouvoir travailler, faire leurs devoirs grâce à Parcours. Je dirais d'abord que les bases, oui. C'est un vrai problème parce que à côté du tutorat, j'ai fait aussi pas mal de cours particuliers à domicile et j'ai rencontré beaucoup d'élèves qui avaient pas mal de lacunes. Et je pense que c'est un problème important parce que en maths, les maths, c'est une continuité. C'est-à-dire que si vous ne savez pas faire une multiplication, une division, vous ne pouvez pas
si vous ne savez pas le Poursuivre faire vos depuis le études. temps, vous ne pouvez pas poursuivre. Vous serez très vite bloqué. Et c'est ce qui se passe malheureusement. Vous avez beaucoup d'élèves en fait qui accumulent ces lacunes et qui déjà dès la classe de 5e, parce que vous savez les maths ça ne ment pas. Enfin, quand on n'a pas le niveau ça se sent très vite. Donc déjà dès la classe de 5e, quand on commence par entrer dans des calculs un peu plus approfondis, je veux parler là des nombres relatifs. Vous savez au primaire on connaît que 1, 2, 3, mais en 5e on commence à parler de -1, -2. Donc là ça devient très vite compliqué pour l'élève qui n'avait pas ces bases-là, et il commence par dire ah les maths c'est compliqué, ah les maths c'est compliqué, et il peut plus continuer trop longtemps. Au bout d'un moment il a envie de tout abandonner. Mais pourquoi, selon vous, comment c'est possible? Je pose la question à la fois à vous, Achraf Adjelier, et à la fois à vous, Vincent Doucet. Pourquoi, tout d'un coup, on n'a pas ces bases à l'école qui, pourtant, l'école devrait être extrêmement simplifiée et extrêmement calibrée? On devrait, pour chaque classe et chaque niveau, avoir un enseignement qui est acquis. Je pense qu'il y a une perte de goût. C'est-à-dire que... Une perte de goût parce que c'est mal enseigné? Je dirais pas que c'est mal enseigné, mais peut-être qu'il en faut plus. C'est-à-dire qu'il faut plus donner l'amour de cette matière-là. Notamment, à chaque fois quand on aborde un sujet, ce qui est bien de faire, c'est de montrer des petits exemples. Enfin, on n'a pas toujours le temps parce que vous savez, un professeur, il a beaucoup d'élèves devant lui. Oui. Il doit faire son cours, il a un programme à terminer. Donc, il n'a pas forcément le temps à chaque fois de dire ça sert à ça, ça sert à ça. Mais il faut quand même le faire. Et je pense qu'il faut peut-être appuyer sur ce côté-là pour améliorer les choses. Ces bases qui manquent aux élèves, c'est des bases qu'on est censé apprendre en primaire ou au collège? Non, vous savez, ça dépend. Ça dépend. Par exemple, la multiplication, ça s'apprend au primaire. Les tables, c'est très tôt au primaire. Donc c'est un problème qui vient du primaire? Ouais, ça commence par là. Les résultats justement des dernières évaluations de primaire en maths semblent bonnes. On a l'impression que les élèves de primaire ont un bon niveau en maths. Maintenant que vous en parlez, vous parlez des évaluations, j'aimerais faire un petit point là-dessus. Vous savez, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les évaluations ont un pouvoir qui est trop grand. C'est-à-dire qu'on se concentre sur les évaluations, on regarde trop les évaluations, et derrière, on oublie le niveau même de l'élève. Parce que vous savez, après, bien sûr, vous allez me dire, du coup, si on n'évalue pas, on fait quoi? Je ne dis pas de ne pas évaluer, mais je dis juste que moi, personnellement, de ce que j'ai remarqué par rapport à mes expériences, je pense que les évaluations, aujourd'hui, ils ont un trop grand pouvoir. Et les élèves, en fait, ils se concentrent que sur soi. Ça veut dire, en fait, que... Ils n'ont pas sur l'utilité des maths. Exactement. Enfin, pas que ça, pas exactement ça, mais un exemple, un élève qui a eu, 5 à 6 chapitres pendant un trimestre, et à la fin, il ne sera pas évalué sur tout. Il va demander forcément, vous savez, les élèves, ils aiment bien poser la question, monsieur, ça sera sur quoi l'interro, ça sera sur quoi le devoir? Et il ne va pas forcément tout réviser. Ça veut dire qu'il va faire une sorte de sélection. Et il oublie, il laisse beaucoup de choses, il va juste réviser quelques petits trucs parce que lui, il a juste envie d'avoir sa moyenne. Et une fois qu'il a sa moyenne, il passe un classe supérieur. Ça, c'est un peu valable pour toutes les matières, malheureusement. Mais effectivement, en maths, ça bloque. Du coup, parce que quand on ne sait pas tout, on ne peut pas tout faire. Et pouvez-vous réagir, s'il vous plaît, Vincent Douce? Qu'est-ce que vous pensez justement de ce désamour des maths que vous rencontrez apparemment, manifestement, aujourd'hui? Et est-ce que c'était valable avant, ça aussi? Alors justement, si on veut s'intéresser à l'histoire des maths, c'est difficile de faire en 5 minutes, je ne suis pas non plus un spécialiste, mais si vous, il y a quand même eu des maths modernes. C'est 1 minute que je vous donne là-dessus, parce que j'ai 200 questions à vous poser, moi, Vincent. 1 minute, Donc, non, mais vraiment, vous êtes sévère avec moi, et moi qui prône la lenteur, il y a eu les maths modernes dans les années 70-80. Moi, quand j'ai appris les vecteurs en 4e, c'était des classes d'équivalentes dans les coupes de bipoints équivalents, donc peu importe, vous savez, mais... Comment pouvait-on comprendre ça? Donc on en est beaucoup revenu. Néanmoins, il me semble que l'abstraction apparaît quand même encore trop tôt. Voilà. L'abstraction, pardon. Ensuite, il me semble que le problème, c'est que la base n'est pas souvent consultée. C'est-à-dire que par exemple, là, on parle des notes. Bon, alors il n'y a plus d'anonymat au bac. Plus beaucoup, c'est une grande partie de contrôle continu. Peut-être ça a du bon, peut-être pas. À quel moment ça a été débattu? Par exemple aussi, la place du numérique. La place du numérique, il me semble qu'il faudrait la penser. Il faudrait la penser en profondeur. Aujourd'hui, on part du principe, je ne sais pas si cette opinion va vous plaire, mais on part du principe que le numérique dans l'enseignement, c'est bien. Ok, il faudrait parler de ça. Pour moi, c'est comme un axiome dont on n'a pas discuté la validité. Il faudrait à tous les niveaux se demander si le numérique, à quel endroit est-ce qu'il est intéressant, à quel endroit est-ce qu'il est trop tôt. Voilà, il me semble que...
on n'a pas vraiment de débat sur ces sujets-là. Oui, d'autant qu'on l'a vu. Oui, et je voulais dire aussi, oui. par rapport à ce que vous dites sur le fait que les évaluations au primaire semblent bonnes, moi je constate sur le terrain que j'ai l'impression qu'au primaire, le niveau est bon. Il y a une grande énigme de savoir pourquoi ensuite, quand on arrive, même en maths sup, maths spé, quand on regarde les étudiants en maths sup, maths spé, même là, les bases dont j'ai donné quelques exemples tout à l'heure n'y sont plus. Voilà, il y a un enjeu, là, il y a quelque chose à comprendre. Bah, vous parlez de maths sup, maths spé. Attendez, vous parlez au départ, dans vos arguments de départ, vous parlez déjà d'un lien qui devrait se faire entre le primaire et le secondaire. Donc on n'est même pas au niveau maths sup, maths spé là. Là, on parle vraiment d'un enfant entre 8 ans et un enfant qui a 12 ans. Il y a manifestement un écart énorme. Tout à fait, c'est-à-dire que dans le secondaire ou dans le supérieur, on constate que les bases du primaire, qui apparemment étaient bonnes en primaire, n'y sont plus. Enfin, ça, c'est un constat de terrain que moi je fais en tout cas. Voilà. Et pourquoi? Voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose avec les calculatrices, le fait de les utiliser, mais il y a quelque chose à comprendre. Et il me semble que l'urgence ne serait pas de donner des réponses, mais de se mettre en route pour réfléchir à cela ensemble, sur le long terme. Alors, on voit aujourd'hui la réforme du bac dont on parlait effectivement en amont, la réforme Blanquer, entrée en vigueur en septembre 2019, en première et puis en 2020 pour les terminales. Donc, plus de filières, S, ES et littéraire. Maintenant, ils choisissent 3 spécialités à leur rentrée en première, puis 2 en terminale. On voit bien qu'à chaque fois, les maths sont de plus en plus éliminées. J'ai un chiffre, 41% des élèves ne font plus du tout de maths en terminale. 41% des élèves. Mais moi, j'aimerais comprendre quand même qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que, est-ce que vraiment, c'est les maths qui sont mal enseignées? Est-ce qu'il y a un défaut de formation des professeurs? Est-ce que c'est parce que ces bases ne sont pas acquises et que donc du coup il y a un dégoût qui s'opère petit à petit? Qu'est-ce qui se passe, Vincent Douce, exactement? Pourquoi tout d'un coup les maths font l'objet d'un tel rejet? Il y a quand même quelque chose de propre à la réforme Blanquer. Je veux dire, on a présenté, donc là j'ai un article sous les yeux de Sud-Ouest, Cédric Villani des 7 février qui parle de ça, c'est pas moi. Hein. Ouais. Donc on a proposé aux élèves le choix entre des maths d'un certain niveau, donc la spécialité maths, ou pas de maths. Et l'intermédiaire n'y était plus. Moi, ma question, c'était quand on a eu la réforme du bac, que vont faire les élèves qui auraient pris ES, par exemple? Exactement. J'ai fait une filière économique et sociale et effectivement, j'avais beaucoup de maths. Oui, et je l'entends, et je n'étais pas très forte, hein, mais disons qu'au moins j'étais correcte. Mais c'est vrai que pour pouvoir comprendre l'économie, il fallait que je fasse des maths. Donc c'est la question que je vous pose. Comment est-ce possible? Justement. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été lycéenne au jour d'aujourd'hui, avec l'obligation, si vous vouliez faire des maths, de prendre quand même des maths d'un certain niveau dès la première, c'est-à-dire de faire première S, quoi, en quelque sorte, alors que peut-être ce n'était pas votre but. La réforme a été faite pour moi, toujours cette idée-là, dans la vitesse, avec un manque de gradation, c'est-à-dire que peut-être un certain nombre d'élèves auraient voulu choisir les maths, mais ils n'avaient pas l'offre qui correspondait. Et en plus, en terminale, il faut abandonner une matière. Donc ça, c'est, il me semble, quelque chose qui est intrinsèque à cette réforme, sur un contexte où peut-être il y a effectivement un désamour des maths, qui, lui, est un problème plus général, alors que, paradoxalement, on vit quand même dans une société très technique, très scientifique, où le poids de l'informatique, de la technologie est de plus en plus fort. Voilà. Donc, pour vous répondre à ça, eh bien, c'est dû à la réforme. D'ailleurs, le candidat Macron propose de revenir sur cette réforme, puisqu'il propose de remettre les maths dans le tronc commun. Tout à fait, exactement. Achraf Adjelaï, justement, est-ce que vous voyez ce problème qui ressurgit lorsque vous discutez avec les élèves que vous aidez, justement pour leurs devoirs? Est-ce qu'ils vous parlent de leur futur métier, de leurs envies, justement, d'aller dans le numérique, de créer des jeux vidéo, enfin, dans tous ces métiers d'avenir, puisqu'on l'a vu, 80% des métiers qui sont aujourd'hui choisis ne seront plus les métiers en 2035, donc dans pas si peu de temps, dans 13 ans. Ouais, alors je dirais avec les terminales, oui. Avec les terminales, oui, on en parle souvent. Enfin, ils posent souvent des questions, ils ont envie de savoir quelle étude je fais et sur quoi ça peut déboucher pour s'orienter. Donc oui, ils sont très intéressés. Mais en terminale, ce sont ceux qui ont choisi la spécialité maths ou ce sont ceux qui justement, en fait, parce que le problème c'est que c'est en seconde qu'on fait un tronc commun de maths et où on ne sait pas trop ce qu'on a envie de faire. Vous, a priori, vous aidez ceux qui ont déjà choisi la spécialité maths. Exactement. Donc ils sont intéressés par cette matière-là. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui sont avant la seconde finalement ou encore en seconde et qui ont ce choix opéré de se dire j'ai envie de travailler dans le numérique, est-ce que pour moi les maths c'est utile? Est-ce qu'on se pose cette question? Alors... c'est vrai que j'ai eu quelques élèves de seconde,
Et je ne vous cache pas il y en a beaucoup qui le disent clairement que moi, je ne fais plus de maths. Je dirais même qu'il y en a plus qui le disent clairement. Et voilà, ils disent moi, je ne fais plus de maths à partir de la première. Et pour moi, la raison, elle est simple. C'est que les maths, on va pas se... faut le dire, c'est pas quelque chose qui est aussi simple à comprendre. C'est pas... Vous me faites plaisir. Je vous dis, c'est pas... pour moi que vous pouvez dire ça. En toute honnêteté, c'est pas une science qui est simple à comprendre comme... je sais pas, comme quand vous lisez un test de français ou comme vous faites une langue. Ça dépend on est du d'accord français, là-dessus. Oui. Donc, c'est pour dire que à partir du moment où c'est comme ça, dans un premier temps, l'élève, qui a déjà des difficultés à affronter des choses qui lui posent des problèmes, qui a peur de... Voilà. S'il a la possibilité, évidemment, de ne plus faire de maths à partir de la première, il va pas le faire. Vous voyez ? Mais en même temps, la conséquence directe, c'est qu'il perd beaucoup. Parce que, justement, cette complexité des maths, elle est dans le fait que ça suit tout un raisonnement. Dire que ça l'aide à réfléchir, finalement. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que les maths, c'est toute une logique. C'est en maths qu'on apprend que A implique B, ne veut pas dire que B implique A. Il y a des conséquences. En fait, quand vous pensez bien à la logique aujourd'hui, parce qu'il y a la logique, ça fait partie des maths aussi, c'est quelque chose qui est enseigné. On vous dit qu'un E, c'est différent d'un OU. Quand vous dites un E, A et B, c'est le contraire de A et B. Ce n'est pas A ou B, mais c'est non A ou non B. Donc, il y a toute cette chose-là qu'on vous apprend. Et quand vous arrêtez de faire des maths tout d'un coup, vous perdez tout ça. On perd le sens. Et c'est très dommage parce que après, vous ne savez plus trop réfléchir. Et ça se voit, en fait. Ça se voit parce que, moi, aujourd'hui, je le dis, quelqu'un qui fait des maths, il a forcément... l'élève qui suit bien en maths, parce qu'il ne suffit pas d'être inscrit, il faut bien sûr, il a forcément, il a un truc différent. Quand il parle, quand il raisonne, vous sentez qu'il y a une certaine logique. C'est pour ça qu'on est un peu différent, Mickaël. C'est ça. Il y a un autre problème qui se pose avec cette réforme, justement, c'est la baisse du nombre de filles qui choisissent de faire des maths. On voit en fait que 50% des lycéennes, Vincent Douce, abandonnent les maths à la fin de la seconde, alors qu'elles étaient 83% en 2018. Pourquoi les maths sont particulièrement délaissées par les filles ? Non, mais je veux dire, il me semble qu'on arrivait à un bon équilibre. Moi, j'ai eu beaucoup de classes de terminale S. Bon, j'ai pas les chiffres, mais c'était assez mixte quand même à l'époque. Encore une fois, moi, la réforme a fait que le choix devenait difficile entre beaucoup de maths ou plus de maths. Et apparemment, c'est depuis cette réforme-là, c'est dans les articles que je lis, c'est ce que je vois, qu'il y a eu un problème de mixité entre les filles et les garçons. Villamy dit on retourne à des stéréotypes de genre depuis cette réforme. Bon, donc il y a ça qui est... Mais il me semble que sinon, la mixité filles-garçons dans les maths était quand même assez équilibrée. Après, ce que je voulais dire pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est à quel moment est-ce qu'on a du plaisir en maths ? J'ai rencontré souvent dans ma vie des gens de corps de métier très différents, des ébénistes, des conducteurs de voitures, n'importe quel métier, qui n'ont pas du tout fait de maths. Et pourtant, ils disent, pas tous, je veux dire, mais j'ai souvent eu cette expérience, ils me disent, moi j'aimais bien la géométrie, les belles démonstrations, parce que c'était logique. Et il me semble que, alors il y a quelques années, la démonstration en géométrie a été supprimée en collège, volontairement, parce qu'on peut dire que peut-être il y a une autre façon de faire de la géométrie. Bon, ça se discute. En tout cas, il peut y avoir du plaisir à la logique, au raisonnement, et pourtant, aujourd'hui, on ne retrouve plus de manière générale ce plaisir dans les maths. Il y a un autre aspect aussi un peu plus philosophique qu'il me semble qu'il faut mettre en avant, c'est qu'on est dans une société où il y a quand même, on voit beaucoup aujourd'hui, un rejet de la science, un rejet du rationnel, un rejet de l'argumentation logique. Bon. Alors ça, je ne sais pas dans quelle mesure ça influe sur le choix des études scientifiques et des maths. À quel moment vous le voyez, ce rejet de la science ? Sur quel plan ? Partout, regardez la société, le complotisme et tout. On est dans une période, il me semble, de notre société où il y a comme un besoin de se réapproprier un peu la connaissance. Souvent, ça se fait malheureusement par des idées reçues, non démontrées, de charlatans. Mais ce besoin-là, il est intéressant parce que c'est un besoin de sens. Et du coup, moi, quand mes étudiants voient que j'aligne des équations et qu'ils ne comprennent pas le sens, et que du coup, ils ont envie de rejeter ça, je comprends.
Je veux dire, dans ce cas, il faut essayer de donner du sens pour se réapproprier la matière. C'est un mouvement naturel. Oui, vous faites allusion beaucoup à ce qui s'est passé avec la pandémie, où en fait, et même avant d'ailleurs, et toujours maintenant aussi, où finalement tous les jeunes et les Français de manière générale, la population d'ailleurs mondiale aussi, va sur les réseaux ou sur Internet et décide qu'il a la pensée toute faite, en tout cas qu'il a le savoir. Il sait finalement. Et donc il n'est plus en recherche, il n'est plus en validation de ce que va dire, pour faire référence au Covid, la science ou le médecin. Voilà, alors là encore, l'apprentissage du numérique, l'apprentissage de comment je trouve l'information, comment je vérifie l'information, ça serait très intéressant de débattre pour savoir comment on va enseigner ça, comment on va mettre les enfants, parce que moi je suis assez réticent de mettre les enfants devant les écrans, mais si on les met devant des écrans pour leur dire regarde ça et fais attention et regarde la source de ça et fais des recoupements, ça serait intéressant. Après vous parlez de la pandémie, alors là il faut dire que les élèves ont quand même beaucoup souffert. J'ai par exemple des étudiants de deuxième année donc, qui étaient au lycée pendant la pandémie, ou bien j'ai des élèves de terminale qui étaient donc en seconde pendant la pandémie. Ça a été quand même dur. Il y a eu quand même là un fossé, une génération Covid qui pendant 2 ans, en exagérant, qui pendant 2 ans était tout seul à la maison devant l'écran. Et là, il y a quand même des lacunes propres à ce phénomène qui sont apparues et manque de motivation peut-être, une perte de repère aussi avec ça. Alors là, on parlait beaucoup des élèves, de leur lien avec les maths, de leur désamour, si je puis dire, en tout cas, des maths. Ce qui m'intéresserait aussi, c'est de savoir, alors vous êtes sur cette voie-là, peut-être, mais je ne sais pas ce que vous savez déjà ce que vous allez faire après ou pas, vos études? Ça se précise. Alors, vous pouvez le lire ou pas? Ça se précise. Très mystérieux, Ashraf Adjili, attention. C'est peut-être un truc complotiste, on ne sait pas. Non, mais je disais juste qu'on se positionnait sur les enfants, mais j'aimerais savoir ce qui se passe du côté des professeurs et des enseignants. Vincent Douce, votre cas est particulier puisque vous êtes agrégé de mathématiques. Donc c'est le plus haut niveau qu'on puisse avoir dans l'enseignement. Et vous avez pourtant démissionné de l'éducation nationale. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce ras-le-bol? C'est pas une copine qui a été désagréable? Non, j'imagine bien que c'est un ras-le-bol total de ce métier. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être aussi, mais... Non, mais on veut tout savoir, moi j'aime ce métier. Moi j'aimais beaucoup être... bon, je suis encore en cette situation face à des classes, quoi. Je veux dire, arriver face à une classe, c'est comme des retrouvailles, quoi. Chaque jour, chaque semaine, chaque lundi à 10h. C'est un métier quand même que moi j'ai trouvé très agréable. Les conditions du métier ont des aspects très... bon, très agréable. Les aspects difficiles, c'est de voir les classes chargées. C'est pas simple de faire cours à 35 élèves dans des petites salles à 17h le soir jusqu'à 18h parce que le programme est tel et parce qu'il faut tant d'heures. Donc il y a quand même quelque chose dans le système aussi. Et moi, ce qui me déplaisait aussi, pour laquelle j'ai démissionné, c'est que, entre autres choses, je trouvais les journées des élèves trop longues. Trop, pardon, longues? Ça ne me plaisait pas. Oui. Trop longues, oui. Oui, c'est ça. Vous voulez repenser le système. Les cours à 8h, la cantine de 12h à 13h, recours en finissant de manger un morceau de pain à 13h, parfois jusqu'à 18h, par exemple en filière STI, après le bus, les devoirs le soir. Donc, je trouve quelque chose ne va pas, parce que l'esprit a besoin aussi de temps. Ça fait partie aussi de ce qui fait perdre du sens. L'esprit a besoin de temps pour rêver, se reposer, faire des liens entre les choses, réfléchir à ce qu'on veut faire plus tard. Et il me semble que cette abondance de connaissances, d'heures, cette vitesse nuit. Et il me semble que ça aussi, ça pourrait être repensé. Alors justement, vous avez envie, là, maintenant, désormais, l'un comme l'autre d'ailleurs peut-être, de repenser l'enseignement des maths de manière différente? Vincent, vous avez créé, tout à l'heure, vous parliez des cours que vous donniez encore à vos élèves. C'est une autre façon d'enseigner les mathématiques que vous proposez? Si vous voulez, moi je ne révolutionne pas l'enseignement des maths. J'ai mes idées pédagogiques qui marchent, voilà. Mais ce qui m'intéresse et ce que je trouve pertinent, c'est de réfléchir à plusieurs. Donc moi simplement, je lance l'association Mathagora qui réunit des enseignants donc indépendantes, l'association qui réunit des enseignants du primaire au supérieur et des psychologues scolaires, des personnes intéressées. Je lance ça pour réfléchir à plusieurs. Moi, après, mes idées pédagogiques, je vous ai dit un peu ce que je pensais. Et au niveau des réflexions sur comment enseigner la racine carrée, comment enseigner les fonctions, tout ça, mais tout ça, c'est des choses qui se font sur le terrain, qui se discutent entre collègues. Mais il me semble que c'est important de réfléchir ensemble. Et surtout, mon credo, donc le primaire et secondaire, de se rencontrer. Bon, voilà. Moi, après, si je peux donner des idées générales sur l'enseignement, des choses qui m'intéressent, c'est
peut-être plus de créativité dans l'enseignement, plus de couleurs, plus de temps libre, plus de temps. Voilà, des pistes comme ça. Aujourd'hui, en Master 1, Achraf Hadjeleye, en Master 1 de maths appliquées à l'Université de Saclay, où vous êtes, ou alors à l'école ENSTA, on vous donne plus de créativité dans l'apprentissage des maths, et ce sera ma dernière question. Oui, totalement. C'est-à-dire de quelle manière? Totalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est en Master, on estime qu'on a toutes les bases qu'il faut pour comprendre une rédaction mathématique, un raisonnement, une propriété, une preuve, voilà. Donc, on est plus dans du... je dirais 70% autonomie, 30%. Parce que vous savez, moi, je suis à une formation où on fait des cours qui se font. On fait des cours généralement en 6 heures. Enfin, les programmes de cours se font en 6 heures, alors que c'est des cours qui devraient peut-être se faire normalement en 20 heures ou en 30 heures, ou même plus. Ça veut dire en fait qu'il faut beaucoup de travail personnel. Et comme on estime que vous avez suffisamment de base pour le comprendre, et c'est le cas, donc on travaille beaucoup. Et comme c'est une formation, c'est des mathématiques appliquées, donc il y a énormément de projets aussi. Je peux vous dire que là, depuis le début, j'en suis peut-être à mon 10e ou 11e projet. Et il en reste encore jusqu'à la fin de l'année. Donc il y a énormément de projets qui se font sur machine et qui rendent interactif en fait la théorie et la pratique et l'ouverture aussi au métier. Merci en tout cas. Merci d'avoir été avec nous, Achraf Hadjeleye et Vincent Douce. Je rappelle, Vincent, que vous êtes professeur de mathématiques agrégées et que vous avez monté votre propre... Rappelez-moi le nom. Mathagora. Et voilà, Mathagora. Et puis, Achraf Hadjeleye, vous êtes étudiant donc, en master à Saclay et à l'ENSTA. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Restez avec nous parce que juste après la pub, on parlera de pédagogie positive ou comment être un bon parent mais sans mode d'emploi. Oui, ça existe. La psychologue Isabelle Payot sera avec nous. Chaque jour, je vous donne rendez-vous dans la quotidienne sur School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Je reçois un invité qui fait l'actualité pour parler ensemble d'éducation, sans langue de bois. À mes côtés, Amal Laoui sera présente avec deux incontournables de l'émission. Avec mon dentiste, je vous propose de relier l'actualité au programme scolaire et je déniche pour vous chaque jour, pour l'heure de la récré, une photo, une vidéo ou bien une phrase qui a fait le tour des réseaux sociaux. Et puis, 5 rendez-vous hebdomadaires viennent ponctuer l'émission. On parle mode, culture, psychologie, apprentissage ou encore droit de l'éducation. Tous les jours, dans la quotidienne, on vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Bonjour Isabelle Payot, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, bonjour à vous. Alors Isabelle, vous êtes psychologue clinicienne, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages dont Apprendre autrement avec la pédagogie positive, Vive les atypiques et Positive Sketching. Vous dirigez aussi la Fabrique à Bonheur et vous êtes l'auteur de J'élève mon enfant du mieux que je peux et c'est déjà bien. Ah ouais, ça c'est vrai que c'est déjà bien. Oui, parce qu'on n'a pas de mode d'emploi, donc on fait ce qu'on peut et c'est déjà pas mal. Sorti en novembre dernier, pourquoi avoir écrit ce livre et choisi ce sujet-là précisément ? Eh bien, moi, j'ai beaucoup de parents dans mon cabinet qui se posent des questions, qui se demandent s'ils font bien, qui doutent beaucoup, qui remettent en question tout ce qu'ils font. Donc, c'est déjà pas mal de se remettre en question. C'est très, très bien, mais parfois, c'est trop. C'est comme s'ils avaient perdu la boussole. Et le confinement n'ayant pas aidé, comme les parents ont dû faire parents, cuisiniers, profs, ils avaient toutes les casquettes. Ça les a c'était déjà le cas avant, mais sauf que c'était 24 sur 24. C'était beaucoup plus. Oui, ils n'ont pas pu beaucoup respirer. Donc, du coup, ils perdent un peu le sens, le bon sens. Donc, moi, j'ai pris ce temps aussi parce que j'ai une fille qui s'est mariée l'été dernier. Je me suis dit, mais finalement, voilà, ma vie de maman et du coup, pour mon mari, sa vie de papa, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce que ça nous a amené ? C'est quoi ce chemin ? Comment on peut réfléchir ? Et c'est un investissement à long terme. Les parents, ils veulent souvent des résultats très courts. Mais en fait, éduquer un enfant, c'est prévoir ça sur plus de 20 ans et se dire qu'on va essayer de garder le cap comme on peut. Parfois, on va être découragé, démoralisé, mais au bout du compte, ça sera payant.
Est-ce que c'est important de pouvoir justement dire à ses enfants, maman, je suis un peu perdue, je ne sais pas très bien si je fais bien ou pas, mais en tout cas, j'essaie de faire tout avec amour? Oui, c'est important de rappeler que la base, c'est l'amour, et là, c'est inconditionnel, et puis le puits est sans fond. Enfin, on a beaucoup, c'est des ressources inépuisables, hein. Par contre, la relation, parfois, elle peut être difficile avec nos enfants, à l'adolescence ou même avant, et du coup, c'est ça qui nous déboussole un petit peu. Donc, se brancher sur cet amour-là, c'est important, et pouvoir dire, là, je me sens découragée. Je vois qu'on n'arrive pas à dialoguer. C'est difficile pour moi, je me sens impuissant face à toi qui refuse de faire tes devoirs parce que tu as 15 ans et que tu as envie d'autre chose. Bon, toutes ces phases-là, c'est important de pouvoir le dire et d'exprimer vraiment sincèrement ses émotions parce que ça permet d'éviter de mettre une pression en disant « je suis le parent ». Alors, on est le parent responsable, mais de le rappeler de façon autoritaire, ça ne fonctionne pas. Nos enfants, ils voient très bien nos failles, ils ont beaucoup d'indulgence pour nous, donc il vaut mieux partir sur quelque chose qui est être sincère et authentique. Et alors, c'est ce qu'on retrouve dans votre livre, justement, j'élève mon enfant du mieux que je peux et c'est déjà bien. Ce sont des conseils avec des situations que l'on retrouve souvent, finalement, entre parents et enfants. En fait, moi, je l'ai écrit en 4 étapes, c'est-à-dire le fait de devenir parent. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on décide d'être parent et pourquoi d'autres n'ont pas envie ? Qu'est-ce que ça va changer entre notre rêve et notre réalité ? Il y a quand même un petit écart. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Donc, il y a ce petit écart-là. Ensuite, on va devenir parents en apprenant. On est toujours parents débutants, même quand on a un deuxième, un troisième, c'est jamais le même. Et puis, on va devenir parents d'école. On va être sous le regard des autres. Et au bout du compte, la 4e partie, ce que j'ai voulu vraiment, c'est mettre l'accent sur le bonheur en famille et de dire ça se cultive au jour le jour. Donc, effectivement, il y a des réflexions. Moi, j'aime pas trop l'idée de conseils parce que comment on dit, les conseillères ne sont pas les payeurs, mais de dire réfléchissez à cette situation. Voyez ce qu'il y a aujourd'hui, ce qu'on doit connaître sur les neurosciences, sur le fonctionnement cognitif en général, sur les émotions, etc. Et puis, j'ai mis beaucoup de témoignages de parents parce que je pense que c'est vraiment la force du témoignage, elle est très importante de pouvoir se dire tiens, c'est exactement ce que je vis et de comprendre que ça fait un miroir formidable. Je vous écoute parler depuis tout à l'heure, je me dis que j'ai tout faux, de A à Z avec mes enfants, mais c'est bien. Et ça veut dire en tous les cas qu'on doit éviter de culpabiliser, en fait. C'est ça l'histoire. Oui, l'idée, c'est de dire la culpabilité qui n'est pas fondée. Si, par exemple, si vraiment je commets un impair ou que je jette la porte à la tête d'une vieille dame, je dois me sentir coupable parce que ça, c'est pas correct. Mais souvent, on est coupable pour rien du tout. On est coupable sur des choses où on n'a pas d'action. Donc, l'idée, c'est pas de se dire j'ai tout faux ou j'ai tout bon. Si on est dans le j'ai raison, j'ai tort, ça marche pas. Mais simplement de se dire je leur amène de l'amour, mais est-ce que notre relation, elle est saine ? Est-ce qu'elle est correcte ? Est-ce que je les aide suffisamment à s'autonomiser ? Et là, en ce moment, je trouve que c'est pas tant que ça. On a tendance à vouloir mettre nos enfants sous un couvercle, faire en sorte qu'ils ne se fassent pas mal. S'ils tombent, hop, il y a un petit matelas tout doux qui fait que ils ont pas mal. Donc, de pouvoir les autonomiser sans crainte et d'être responsable, mais de pouvoir aussi être joyeux. Parce que souvent, quand on devient parent, on devient terriblement ennuyeux, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Parlez pour vous, je vous en prie. Je suis extrêmement sympathique trop et sérieux, joviale. trop ennuyeux. Non, mais vous prenez l'éducation positive, c'est ça l'éducation positive, c'est aussi d'être positif pour soi, afin d'être positif pour nos enfants. C'est se connaître bien, connaître son histoire, pouvoir avoir travaillé sur son histoire pour ne pas vouloir absolument faire l'inverse ou reproduire impérativement. J'avais une maman ce matin dans mon cabinet qui me disait « Mais moi, le lycée s'est très bien passé. Je ne comprends pas pourquoi ça ne se passe pas bien pour ma fille. Parce que ça n'est pas vous. » Donc, en fait, il y a cette histoire-là qui est que je fais le point sur moi, je connais mes failles, j'ai travaillé sur moi et après, je vais pouvoir être en relation avec mon enfant et je vais placer un cadre parce que je suis quand même responsable. J'ai plus d'expérience sur Terre que mon enfant de 4 ans, même mon enfant de 15 ans. Mais ça suffit de dire justement à quelqu'un qui vient vous voir parce que ce n'est pas vous et alors on se dit « Ah oui, je comprends, finalement, est-ce que ça suffit ?» Alors, il n'y a pas de recette magique, mais il y a un petit déclic en disant quel est le but poursuivi. Est-ce que c'est impérativement avoir le bac à la fin de l'année ou est-ce que c'est nourrir une relation qui est bonne,
aider l'enfant à gagner en confiance en soi et en estime de soi. Parfois, on bousille un peu la relation au nom d'une efficacité, il faut savoir lire à la Toussaint du CP, etc. Et comment on fait pour être ferme et bienveillant à la fois? Eh bien, on reste vraiment... Si on se doit d'être ferme, d'ailleurs, c'est une question. Hein. Oui, on doit être cadrant, en tout cas. On doit être sûr de ce qu'on dit. On ne peut pas dire quelque chose et l'exact inverse derrière. Donc, pour être sûr de ça, il faut accepter l'idée que peut-être... l'enfant ne va pas nous aimer, ce qui est faux, parce qu'il va nous renvoyer « tu es un mauvais papa, tu es une mauvaise maman, je vous déteste ». Et beaucoup de parents ne supportent pas ça, ça les blesse infiniment. Quand on comprend que ça, c'est juste de la communication et que bien évidemment, notre enfant va nous aimer tout le temps, comme on l'aimera toujours, et qu'on est OK avec ça, d'avoir le rôle du mauvais, comment on dit, bad cop, good cop, de temps en temps, d'être le bad cop, eh bien... on reste ferme par rapport au cap qu'on s'est fixé. Et il va essayer, et on va dire, c'est bien tenté, tu as envie de rester jusqu'à minuit devant la télé, mais c'est pas ça qui va se passer. J'ai toujours eu le sentiment qu'en fait, l'humilité était la clé. De se dire à un moment, il y a des choses que je ne sais pas faire, ou je ne sais pas dire, ou je ne sais pas quoi penser, et peut-être que ensemble, on va y arriver. Est-ce que j'ai tout faux Non, non, là-dessus... J'allais faire une thérapie avec vous, s'il vous plaît, sur School TV. C'est ni tout faux, ni tout bon, c'est de se dire... on apprend de nos enfants. On n'est pas juste celui qui va donner... Enfin, on est celui qui doit donner l'exemple, mais on ne peut pas juste donner des conseils. Très souvent, en tant que parent, on va faire la leçon, on va expliquer la vie, on va dire pourquoi il faut faire comme ça, et on ne va surtout pas se l'appliquer à nous-mêmes. Donc, moi, ce que je dis, c'est si vous voulez que votre enfant agisse d'une certaine façon, agissez pareil. Soyez respectueux, parlez poliment si vous voulez qu'il parle poliment, ne passez pas devant les autres dans la queue si vous voulez que votre enfant respecte les choses. Oh non, vous poussez là quand même. On peut pas tout faire. Ou bien faites-le sans qu'il vous voie. Il y a un perpétuel jugement sur les parents finalement aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on est soit toujours trop laxiste, soit toujours trop autoritaire. Oui, il y a ce jugement qui est toujours là, qui vient, qu'on se refile entre générations. Vos parents ont quelque chose à dire sur votre manière d'éduquer votre enfant, alors qu'eux l'ont éduqué il y a plus de 30 ans. Hein, oui, ils vous ont éduqué il y a plus de 30 ans. Donc, on est de toute façon toujours sur le regard des autres, et même le regard des autres parents pour qui ça a l'air d'être tellement facile, tellement merveilleux. On sait bien que chez les voisins, on ne crie pas, tout est doux, etc. Et ça, c'est faux. En fait, l'idée, c'est de dire, je vais me regarder, je ne vais pas être à la fois sur la chaise de l'arbitre en train de me critiquer et sur le terrain. Si je suis sur le terrain et que j'essaie d'être le parent le meilleur possible, je fais de mon mieux. Et puis, après coup, je peux prendre du recul et me dire, bon, comment j'aurais pu faire autrement ? Mais si je donne le pouvoir aux autres de me juger, de me dire, je suis bien, je ne suis pas bien, on me donne une note, ça ne peut pas fonctionner. Juste un dernier mot sur la Fabrique du Bonheur, Isabelle Payot. Qu'est-ce que c'est ? La Fabrique à Bonheur, c'est un organisme de formation qui a pour mission de réenchanter la vie de l'école au travail. Donc notre entrée, c'est la pédagogie, c'est de se dire, quand on sait les qualités qu'on a, quel est notre talent, comment on travaille dès le plus jeune âge jusque maintenant, on va pouvoir contribuer, on est solide, on a confiance en soi et on peut contribuer au collectif. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Isabelle Payot. Je rappelle que donc, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont Apprendre autrement avec la pédagogie positive, Vive les atypiques, Positive Sketching, on en parlera, il y a tellement de mots que j'ai notés, le mind mapping, le sketchnoting, enfin bref, tout ça, mais il suffit de lire les bouquins pour tout comprendre. Et puis celui-ci, J'élève mon enfant du mieux que je peux, et c'est déjà bien, et c'est pour vous en fait. Je le prends, j'allais vous dire que je le veux. Merci. Merci d'avoir été avec nous, Isabelle Payot. Tout de suite, c'est l'heure de Souvenirs d'écolier. Cette semaine, Malika Ménard reçoit Taïk Chris. Il lui a raconté comment il était passé de champion de roller à entrepreneur. Regardez. Et vous aviez au début fait du tennis, vous le disiez ? Ouais, du tennis, du théâtre, quoi. Je dis, la liste, elle est très longue. J'ai fait de la broderie. Donc ça veut dire que quand vous étiez petit, vous vouliez plutôt être joueur de tennis professionnel au démarrage ? Ah ouais, je voulais. Et à quel âge ça vous a... Alors, comment ça s'est passé ? Il y a eu une vraie transition, parce que c'est vrai que je voulais devenir champion du monde. Quoi ? Ah, vous voulez devenir champion, pas joueur de tennis professionnel, champion du monde. Non, mais c'était parce que mon frère et moi, on était toujours très compétitifs, c'est-à-dire qu'on faisait les choses à 1000%. Donc on rêve comme un gamin qui rêve. La preuve, j'y suis pas arrivé. Mais en tout cas, on rêvait de devenir vraiment des grands champions, jusqu'au jour où j'ai découvert le half-pipe en roller. Okay. Et là où j'ai découvert le half-pipe en roller, je me suis tellement pris de passion pour ça.
j'ai dit à mes Votre parents... frère aussi? Alors mon frère aussi, par contre, lui, il n'a pas accroché, il est resté dans le tennis. Et là, j'ai dit à mes parents, c'est fini, je veux arrêter le tennis, c'est du roller sur rampe que je veux faire. Voilà. Ça n'avait rien à voir en plus. Les aptitudes de l'un vous ont pas... Mais après, je faisais du roller comme un jeu avec les copains depuis l'âge de 5 ans au Trocadéro. Vous vous rappelez, on se retrouvait avec tous les copains au Troca. Donc ça, et c'est à 15 ans, c'est ça que vous... Voilà, alors à 15 ans, j'ai découvert ça et j'ai eu la chance de devenir professionnel à 20 ans. Et là, ça a été dingue parce que ça a été une nouvelle vie. J'ai commencé à voyager, à devoir apprendre des langues. Et là, vous êtes devenu champion du monde. Et là, je suis devenu champion du monde. Enfin. Mais vous connaissiez déjà plusieurs langues, j'imagine. Enfin, avec vos parents. Malheureusement, non. En fait, c'est vrai que mon père parlait évidemment arabe et ma mère parlait grec et aussi allemand. Mais vu qu'à la maison, les deux ne parlaient que le français parce que mon père parlait pas grec et ma mère parlait pas arabe, donc j'entendais que le français à la maison. Et quand j'ai commencé à voyager, je me suis vraiment dit waouh, il faut que j'apprenne les langues. Mais vous voyez là, les techniques par exemple pour apprendre les langues d'une façon débrouillard, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un dictionnaire. Vu que j'avais rien appris d'une façon scolaire, je connaissais pas un mot d'anglais, donc j'ai pris un dictionnaire, j'ai écrit sur un dossier Excel 1500 mots, tous les mots les plus importants, bonjour, au revoir, les verbes, lire, ciel, terre, je veux dire tout, voilà. Et j'ai imprimé ça, et dans les avions, j'ai appris par cœur mes 1500 mots. Là, vous êtes allé à l'école, hein, vous-même. Voilà, j'ai créé ma propre technique. Et du coup, une fois que j'arrivais dans les pays, une fois qu'on connaît 1500 mots par cœur, on arrive à parler. Et après, la reconversion, comment on se dit on va monter sa boîte de télé? Alors, la reconversion, c'était différent parce que j'avais en plus la responsabilité familiale, financière, parce que dès l'âge de 20 ans, j'ai commencé à soutenir mes parents financièrement. Donc, je me suis dit, waouh, je les soutiens avec le sport, mais le sport, c'est dangereux. J'étais à l'hôpital tout le temps. Et je me suis dit, dès que je suis à l'hôpital, les contrats s'arrêtent. Et donc, il faut vraiment penser au futur. Et donc, j'ai commencé à faire un peu de télé, à monter des boîtes, mais autour de mon sport à chaque fois. Et il y a 7 ans en arrière, là, je me suis vraiment remise en question et je me suis dit, il faut que je change d'univers, il faut que j'aille dans la tech. J'étais passionné de tech, même si j'y connaissais rien. Et je suis vraiment parti en bas de l'échelle avec une idée innovante. Et de là, je suis devenu ingénieur télécom et j'ai réussi à lever 20 millions et on a avancé. Voilà. L'idée, c'était laquelle alors? L'idée, c'est tout bête, c'est que je me suis dit, c'est quand même dingue que tout est dans le cloud. Nos musiques avec Spotify, nos films avec Netflix, etc. Alors que notre numéro de mobile, notre 06, est lui coincé dans un bout de plastique qui est notre carte SIM. Je me suis dit, pourquoi, alors que je peux avoir plusieurs adresses mail, une adresse mail perso et pro, je ne peux pas avoir plusieurs numéros en un clic via une application. Donc l'idée était toute bête, je me suis dit, je vais faire une app qui permet de donner un deuxième 06 en un clic sur le portable. Voilà. Après, fabriquer ça, c'était très compliqué. Mais du coup, voilà, j'ai créé cette boîte qui s'appelle On-Off, qui permet, en un clic, d'attribuer un deuxième numéro. Il y a d'autres choses qui se sont développées. Voilà. Après, maintenant, là, déjà dans cette boîte, on est près de 100 personnes. Donc ça, c'est super parce qu'elle a vraiment grandi. On est rentable. Comme j'ai dit, on a levé 1 million, etc. On a fait des gros partenariats avec Microsoft, avec Bouygues, etc. Et la deuxième boîte que j'ai lancée, où là, c'est un sort de réseau social, un sort de WhatsApp de la photo. C'est une application qui s'appelle Album, que je suis en train de développer en ce moment. Donc qui va être dans une autre C'est une autre boîte, donc je me retrouve à gérer 2 boîtes en même temps. Et est-ce que à ce moment-là, quand on se dit qu'on va lancer sa propre entreprise, est-ce que le fait de ne pas avoir fait de diplôme, on le ressent? Oui, mais dans le bon sens. Parce que, si vous voulez, pour créer une boîte, il faut être un peu fou et sortir des normes. Il faut arriver à penser... à créer des idées qui n'existent pas encore. Il faut arriver à y croire tellement que pour bouger des montagnes. Et finalement, même sans jeter trop de pierres sur l'école apprend à être un petit peu minimaliste, c'est-à-dire à être restreint, à dire faut être sérieux, ça tu peux pas faire, ça tu peux faire. Donc ça nous met en quelque sorte des barrières. Et donc le fait que j'ai appris toute ma vie à être ultra débrouillard, j'avais pas peur de démarrer de zéro à devenir ingénieur télécom. Ça vous enlève la peur. En fait. Voilà. Et par exemple, dans cette boîte de télécom, malgré que je n'avais jamais fait d'études dans les télécoms, j'ai inventé plein de brevets dans les télécoms et j'ai réussi à faire changer la loi dans les régulations télécoms en France avec les brevets que j'ai inventés. C'est un sacré pied de nez en sachant que j'ai jamais été à l'école. Vous êtes tout seul dedans? Après, oui. Maintenant, j'ai 100 personnes qui travaillent pour moi. Mais, oui, à la base, vous l'avez monté tout seul. Bien sûr. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Taille Chris, pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers. À demain. Et tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap.
64% des startups ont des difficultés à recruter d'ailleurs des talents, ce qui nuit à leur développement. Maïa-Noël, 1 million d'emplois en France, en CDI. Près de 90% de ces emplois sont en CDI dans l'écosystème numérique. On attend 225 000 créations de postes d'ici 2025. C'est demain, c'est littéralement demain, 2025. Dans ce manifeste des startups, il y a des propositions très fortes pour pouvoir justement pousser et accélérer cette formation des talents. Alors, il y a formation et attractivité. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet, c'est surtout la formation, mais il ne faut pas oublier que c'est des emplois qui... Voilà, c'est demain. Et donc, on n'a pas forcément le temps d'aller chercher les plus jeunes, de les former. On a aussi besoin de personnes qui ont d'autres expertises et qui viennent dans ce secteur du numérique. Moi, ce que je trouve intéressant avec le parcours de M. Ciolat, c'est qu'il dit que, à l'origine, il cochait pas les cases, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, il faut que le numérique soit intégré et qu'il ne fasse pas peur, en fait. Parce que les métiers du numérique, ce n'est pas des métiers de data scientist nécessairement, ce n'est pas des métiers de codeur. Il y a des métiers, on n'a pas besoin d'avoir des gros diplômes pour y accéder. Ça peut être des formations assez rapides. En revanche, l'enjeu, et c'est une des mesures qu'on met en avant dans le manifeste, c'est qu'il faut être rapide, justement. Parce que ces compétences évoluent très très vite. J'ai longtemps travaillé dans le recrutement moi-même et j'ai pu voir qu'en l'espace de 2 ans, les profils que je recrutais avaient complètement changé. Et donc il faut pouvoir adapter du coup les formations aux besoins en temps réel du marché. Et ça nécessite du coup de permettre déjà aux organismes de formation de proposer des formations sans passer par tout un parcours de validation qui peut prendre des années en fait. Donc il y a déjà cette flexibilité-là qu'il faut commencer à apporter, je pense, dans les parcours. Voilà, notion de persévérance. Alors, il y a plusieurs travaux récents qui nous disent que finalement, la persévérance, ils parlent de grip, les anglo-saxons. Donc, c'est le fait de s'accrocher à sa raquette, vous voyez. La persévérance a plus d'effet que l'intelligence sur la réussite dans les études et dans les études supérieures. Donc, ne pas se décourager, remettre le métier sur l'ouvrage, l'ouvrage sur le métier, le métier sur l'ouvrage, l'ouvrage sur le métier, n'importe quoi. Dans la ténacité scolaire, il y a la motivation au départ, et puis après, quand ça devient un peu moins amusant, parce qu'il n'y a plus la nouveauté, parce qu'il y a des obstacles, parce qu'il y a quelquefois un peu des échecs, arrive ce moment où il faut persévérer. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille aussi et qui s'acquiert. Et c'est ce moment que j'ai totalement manqué un cours de mathématiques. Comment vous avez mis tout ça en musique? Parce que sur le papier, sur un coin de table, effectivement, on se dit tiens, ça peut marcher, mais à quel moment on se dit tiens, on y va? Et surtout, les gens que vous avez rencontrés, comment ils ont été emballés? Alors ça, c'est beaucoup de travail, ça c'est vrai. Peut-être une des meilleures façons d'y être parvenu, c'est d'avoir quitté moi-même la classe pour être devenu formateur d'enseignants et conseiller pédagogique. Et puis, dans ce cas-là, d'essayer de faire vivre un peu cette vision de l'enseignement avec des enseignants qui l'ont reçu et puis qui s'y sont mis, etc. Et le dispositif a cru. Et donc, on se retrouve avec cette année, il y a 15 parcours. Avec 15 parcours. 15 musées différents, et donc ça fait quand même une grande variété, disons, et le château de Versailles a rejoint le dispositif il y a 2 ans. Il y a beaucoup de recherches autour de ce qu'on appelle les compétences précoces du nourrisson et même aujourd'hui du fœtus. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'effectivement, non seulement les attachements, mais aussi l'intelligence, mais aussi la mémoire, ça commence à se construire. Ça commence vraiment dans le... in utero. Le fœtus par exemple, commence très très précocement à développer une mémoire des odeurs. Donc c'est sa mémoire qui se construit. La compétence du nombre, elle commence à se construire à 1, 2, 3 mois. Enfin, on est vraiment sur... Je le savais, j'y étais pour rien. Papa, maman, faut qu'on parle. Bien, les grandes lois physiques, par exemple, le fait qu'un objet, vous le lâchez, il tombe par terre, le bébé s'en rend compte, mais très très tôt. Et ça, c'est notamment les travaux d'Alison Gopnik, je crois, que vous avez interviewé. Gopnik, qui est formidable, mais on a aussi des chercheurs en France. Sur le bébé chercheur, l'enfant naturellement chercheur. Exactement. Et en fait, ça remet en cause tout ce qu'on se croyait savoir sur le développement de l'enfant depuis Piaget, avec ses grands stades, vous savez. Oui, c'est très organisé. Finalement, c'est très organisé. Le bébé, aujourd'hui, on se rend compte qu'il se développe à la fois plus précocement et de manière plus anarchique aussi, plutôt en zigzag ou en escalier que de manière très linéaire, ou plutôt en zigzag qu'en escalier, disons. Pour un bon nombre d'élèves, c'est leur premier contact avec le monde de la culture. Il y a une certaine appréhension? Pas forcément? Des élèves? Moi, je trouve pas.
Je ne trouve sincèrement pas. Je trouve qu'ils sont même beaucoup moins stressés que certains médiateurs qui commencent le métier. Beaucoup plus inventifs que d'autres aussi. Et ils sont... non, je trouve pas du tout. Et puis bon, ils sont tout seuls. Ils sont vraiment tout seuls dans les grands appartements. Alors, ça, c'est dans le cadre favorable où les annulations et le Covid ne perturbent pas les déroulements de classe. Mais on le voit, ils sont même venus... on a été obligé de faire certaines visites en dehors. Jeudi, c'était pas du tout un lundi, donc il y avait du public. Et non, ils sont excités, ils sont enthousiastes, et ça fonctionne extrêmement bien. Bruno, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une inadéquation aujourd'hui entre les formations qu'on peut proposer pour le secteur numérique et les besoins du marché du travail? Oui, concrètement oui. Oui, on a un souci là-dessus. Aujourd'hui, d'abord sur la formation continue et formation professionnelle, mais pas que. Et c'est aussi pour ça que moi je parle d'éducation, parce que je pense qu'aujourd'hui on est face à cette complexité d'entreprises qui ont des jobs à offrir et de personnes qui recherchent un job et qui n'en trouvent pas. Et en même temps, si on ne veut pas reproduire le schéma dans plusieurs années, on a une urgence éducative qui est... Et c'est pour ça, en tout cas, moi, que je fais quelques propositions avec d'autres, mais en tout cas, de dire qu'il faut repenser nos modèles éducatifs, parce que je ne suis pas certain, finalement, que toutes les compétences qu'on apprend aujourd'hui en matière de programmes éducatifs soient utiles demain, en fait, à nos enfants. Et ça, c'est là, à ce niveau-là, moi, je pense que, pour le coup, il y a une vraie urgence pour ne pas reproduire dans plusieurs années les schémas d'aujourd'hui. Le monde va très, très vite, et il faut qu'on aille à la même vitesse que le monde dans sa compréhension, dans sa lecture. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet ? Tout. Le côté coopératif, le côté renouvellement de la médiation. Nous, ça fait aussi partie de réflexions qu'on mène pour sortir du cadre de la visite guidée où finalement le conférencier transmet purement et simplement un contenu et aller vers des choses où on a une appropriation du patrimoine, une appropriation de la connaissance. On parle bien de ce qu'on aime. Et finalement, laisser les enfants pouvoir s'approprier une œuvre et pouvoir la transmettre derrière, je suis intimement persuadée qu'ils en garderont bien plus de connaissances, bien plus de souvenirs et bien plus d'émotions qu'une visite, même si une visite de Versailles reste toujours merveilleuse. En fait, l'école met beaucoup l'accent sur l'intelligence logique et l'intelligence verbale, qui sont des formes d'intelligence, mais effectivement, on peut en trouver plein d'autres. Il y a d'ailleurs un grand débat en psychologie entre les tenants d'une intelligence qu'on pourrait définir, qui organiserait toutes les autres aptitudes, et puis ceux comme Howard Gardner. Gardner, c'était les 7, c'est ça? Il y en avait 7, je ne me souviens plus. Oui, puis après, il y en avait 10, 12. D'accord, voilà, différentes formes d'intelligence. Voilà, mais effectivement, on dit, non, il n'y a pas que ces intelligences-là, il y a aussi l'intelligence musicale, l'intelligence du geste, de la main, l'intelligence sportive. Toutes celles que vous citez d'ailleurs dans votre très bel éditorial. Qu'est-ce que l'intelligence? Il n'y a pas que le QI. Le QI, par exemple, on s'est entiché du QI? Alors, on s'est entiché du QI. C'était d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle Howard Gardner avait développé, il s'était vraiment rebellé. Il dénonçait une tyrannie du QI qui est arrivée en France depuis, parce que c'est aujourd'hui où il y a une vraie passion pour le QI et pour tous ces tests psychométriques en France. Donc effectivement, il y avait un petit message aussi, même un message assez fort dans ce dossier qui consistait à dire il n'y a pas que le QI, il n'y a pas que la psychométrie, et d'autant plus qu'aujourd'hui, des chercheurs très savants mettent aussi en garde contre ce QI qui masque souvent en fait des grandes disparités, parce que l'intelligence, elle n'est pas nécessairement homogène. Il y a des intelligences complexes, il y a des intelligences atypiques, avec par exemple des grands talents dans le domaine musical et puis des difficultés en maths, où on peut signaler... J'aime beaucoup votre exemple. C'est la fin de cette édition. Merci mille fois à toute l'équipe de School TV, à Emma Guessel et à tout le monde, au maquillage, au son, à la réalisation. Merci Mickaël Dorian, merci Isabelle Fayot. Merci. Et on se retrouve demain sur School TV.